comment les stratégies individuelles et collectives de genre instruisent l'activité et son analyse. Donc, j'anime ce symposium avec Fabienne Gouty qui est à côté de moi et puis Déborah Gaudin qui est en visio à distance. Donc, si on a pu voir que la dimension travail était absente des politiques de transition écologique, la dimension genrée l'est encore plus, et pourtant elle offre des possibilités de compréhension et de transformation intéressantes des systèmes de travail. Ce symposium s'inscrit dans la droite ligne des travaux du GAS, un réseau francophone sur les questions de genre, activité et santé, qui développe depuis une quinzaine d'années une réflexion et aussi une communauté d'action sur ces dimensions de genre en ergonomie, et avec, je cite quelques-unes des fondatrices de ce réseau, Karen Messing, Sandrine Caroli, Marianne Lacomblé qu'on va retrouver tout à l'heure, Isabelle Prost, Florence Chaper également qu'on va retrouver tout à l'heure. Avec quelques publications fondatrices, notamment une publication collective dans Piste en 2016. Et ce symposium n'aurait sans doute pas vu le jour sans ces travaux antérieurs, qui semblent importants de mentionner. Alors, la prise en compte du genre dans l'accompagnement des collectifs de travail, alors ça signifie la prise en compte des rapports sociaux de sexe caractérisés, voilà, c'est connu par des rapports de domination, d'aliénation, d'exploitation et au travail, et plus largement. Et concrètement, ça signifie que les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes emplois, les parcours professionnels sont différents également, les conditions de travail des femmes sont souvent invisibilisées, exposées à des risques considérés comme moins importants que ceux des hommes, et donc moins pris en compte aussi dans les politiques de prévention. Et puis le quatrième élément dans cette dimension de genre, c'est la prise en compte d'un continuum pour les femmes entre la sphère professionnelle et l'activité domestique, qu'il est utile de penser, l'activité de travail dans ce continuum. Ceci étant rappelé, les objectifs de ce symposium, ce qui va nous intéresser, c'est la dimension de genre dans la transition écologique, dans des contextes de travail fortement impactés par le changement climatique, avec des secteurs comme l'agriculture, la rénovation en bâtiment, la transformation du liège, les collectivités locales, l'alimentation aussi, la cuisine, et aussi dans différents pays, puisque nous irons en France, mais aussi en Tanzanie et au Portugal. Nous regarderons comment sont imbriquées l'activité de travail et les politiques de transition écologique dans une perspective de genre, c'est-à-dire en analysant plus particulièrement la façon dont la transition écologique impacte de manière différenciée l'activité de travail, selon qu'on est un homme ou une femme, et également la façon dont les femmes, dans leur dimension surtout sociale, peuvent construire leur activité et développer des stratégies individuelles et collectives pour préserver leur santé et développer une activité durable. Et plus globalement, dans cette perspective de comment cette approche par le genre constitue une ressource pour la prévention durable et un travail soutenable des hommes et des femmes. Et enfin, on pourra également discuter la façon dont ça réinterroge nos méthodes d'accompagnement des collectifs en ergonomie. Alors nous aurons 5 interventions de 10 minutes chacune, avec à chaque fois 2 minutes de questions plutôt de compréhension, et un débat à la fin qui pourra être plus large et qui d'une trentaine de minutes, on va dire ça, ce qui pourrait nous faire déborder de 10 minutes, 15 minutes à la fin à midi 15. Voilà. Alors sur les différentes présentations, voilà, pour pas perdre de temps, on a fait le choix de ne pas présenter l'ensemble des présentations et de laisser aux intervenantes le soin de le faire. Une information logistique pour les personnes à distance par rapport à toucher l'écran. Expliquez. Oui, en fait, ce qui se passe quand vous êtes en visio, vous avez la possibilité de cliquer sur la photo, enfin l'image de la personne qui parle, mais en fait il ne faut pas faire ça parce que pour nous, les personnes qui sont en conférence,
Nous, on va voir derrière nous l'écran, on verra le visage de la personne aussi. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est continuer à voir le diaporama. Donc, faut pas toucher à ça. Donc, on vous en remercie d'avance. Et donc, voilà, c'était juste pour prévenir. Donc maintenant, on laisse la parole à Florence Chaper et à sa communication. À toi, Florence. Oui, bonjour. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si donc Fabienne, tu peux partager ma présentation. Ta présentation est déjà pré-partagée. Ah, d'accord, ben, je ne la vois pas, en fait, moi-même. Je ne la vois pas, mais bon. Ça y est, là, tu devrais la voir. Oui, d'accord, c'est ça. Voilà. Du coup, on peut... Alors, donc, je suis, moi, à l'ANACT, je suis un petit peu référente sur ces sujets de santé et conditions de travail des femmes et des hommes. Et en même temps, je suis référente de ce qu'on appelle l'axe transition numérique et écologique. Alors, diapo suivante, même si Laurence a déjà présenté un petit peu les éléments, cette question transition, inégalité, genre, on a commencé à se la poser à partir de la pandémie, qui s'est révélée qui a été un révélateur des inégalités de conditions de travail, les métiers essentiels, les conditions de télétravail des femmes et des hommes qui ne sont pas les mêmes. Dès 2016, un certain nombre de chercheurs et chercheuses avaient commencé à anticiper le fait que les transitions devraient prendre en compte la question des inégalités, aussi bien les inégalités face aux effets des politiques de transition. On voit l'impact différencié des mesures comme le télétravail. On a pu observer aussi des différences dans la contribution au processus de décision des femmes et des hommes dans la mise en place des dispositifs, mais c'est également la prise en compte d'inégalités sociales, socio-professionnelles ou géographiques ou de genre qui exposent de manière différente les femmes et les hommes, entre autres, ou les différentes catégories socio-professionnelles aux risques numériques ou environnementaux, et également les inégalités d'impact des métiers aux impacts numériques et environnementaux. Du coup, c'est la question qui était posée par ces chercheurs de la transition juste, comment conduire ces transitions de telle manière qu'elles n'aggravent pas des inégalités sociales, socio-professionnelles ou de genre, voire qu'elles les réduisent. Alors, diapositive suivante, mais qu'a déjà présenté Laurence. Donc, notre question, comment la prise en compte du genre peut finalement enrichir la réflexion sur l'évolution des activités en matière de transition écologique. Là, je resserre effectivement le sujet. Et comment aussi les actions et projets liés à la transition écologique peuvent contribuer à améliorer les conditions de travail des femmes et des hommes, c'est-à-dire, par exemple, à réduire la division sexuée du travail, à mieux partager la pénibilité, à contribuer à l'équilibre des temps ou à la construction des parcours. C'est à travers 2 projets que nous allons, disons, initier cette réflexion, parce que vous allez voir, pour le moment, on a encore très peu de résultats. C'est pour ça que j'ai intitulé cette diapositive « Défricher les questions de transition écologique, transformation du travail et genre ». Alors, dans la diapo suivante, on voit qu'en fait, sur l'état des connaissances, sur les effets des changements climatiques ou environnementaux sur la santé, on a très peu d'éléments. Dès 2016, l'OMS nous alerte sur le fait que la vulnérabilité lors des canicules varie selon le sexe, mais aussi l'âge, un certain nombre de facteurs sociaux, etc. Un rapport de l'ANSES nous alerte sur la surexposition, notamment des femmes aux risques biologiques et psychosociaux lors d'événements climatiques intenses. Un rapport de l'INSERM va également dans le même sens. Et ça n'est que cette année, donc dans la diapo suivante, que deux rapports du Conseil économique et social, l'un intitulé « Inégalité de genre, crise climatique et transition écologique », mentionne le fait que les femmes sont surexposées aux effets du changement climatique, notamment à température élevée, mais aussi pour les femmes enceintes, et qu'elles sont plus sujettes à des troubles anxieux, comme par exemple la charge écologique, environnementale ou planétaire. Et, point important, qu'elles sont trop peu impliquées dans l'élaboration de solutions. L'avis du CESE d'avril 23 pointe le fait que les entreprises
doivent évaluer les risques en tenant compte de l'impact différencié à l'exposition en fonction du sexe, comme le veut la loi depuis 2014, et que l'évaluation des risques doit intégrer la dimension de genre. Alors, en termes de méthode, comment nous avons construit nos hypothèses? Donc, dans la diapo suivante, on voit le modèle qu'a résumé Laurence Théry. C'est un modèle qui a été effectivement élaboré avec les chercheuses du GAS et stabilisé dès 2012, modèle que nous utilisons en entreprise pour expliquer les causes des différences d'indicateurs en matière de santé au travail entre les femmes et les hommes sur 4 axes: mixité, exposition, risque et pénibilité, parcours et articulation des temps. Alors du coup, dans la diapo suivante, nous avons décliné ce modèle suivant donc les principales hypothèses. Par exemple, sur l'axe division sexuée du travail, est-ce que les actions de transition écologique vont contribuer à réduire ou augmenter la division du travail? Est-ce qu'elles vont rajouter ou supprimer des tâches? On voit par exemple, on a des chercheuses de Grenoble qui ont montré que dans l'hôtellerie, les politiques de développement durable avaient surajouté des tâches à un certain nombre d'emplois à prédominance féminine, notamment concernant la gestion des déchets. Et puis, comment la transition écologique va faire évoluer les régimes de travail avec la question de l'intensité, des cadences, et ce, en différenciant les femmes et les hommes. Concernant la question des conditions de travail, on sait par exemple dans l'agriculture que suite au fait qu'il y aura moins d'intrants et moins de machines, la pénibilité, le travail manuel va augmenter, le désherbage par exemple, et donc la pénibilité, et comment, la question qu'on peut se poser, c'est comment va se partager cette pénibilité. Et aujourd'hui, on peut aussi parler de la question des efforts de sobriété. C'est quelque chose d'ailleurs que les écoféministes ont travaillé dans le domaine de la sphère domestique. Un point important, les métiers à prédominance féminine ont peu d'autonomie. Comment les actions de transition écologique vont-elles faire évoluer cette composante de leur travail? Sur la question des parcours et des collectifs, effectivement, comment les collectifs vont évoluer en termes de coopération, de management. Là aussi, les écoféministes ont beaucoup travaillé sur la question de l'horizontalité, non pas du management hiérarchique. Est-ce que les parcours vont devenir plus polyvalents, moins usants? Voilà, tout un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y aura une valorisation des activités du soin au sens large? Et le dernier point sur l'articulation des temps, comment vont se poser les questions de mobilité? On voit que c'est souvent par là que démarrent les entreprises pour les femmes et pour les hommes. La configuration des espaces de travail, mais aussi l'équilibre des temps et cette fameuse porosité continuum, travail domestique, travail rémunéré. Donc rapidement, je vais vous présenter donc, dans la diapo, 2 diapos suivantes, le contexte de ce projet qui est soutenu par l'ANAC dans le cadre de la Fabrique. C'est donc un financement, diapo suivante, une communauté d'agglomération de 2000 agents dans 28 communes qui a vécu à l'été 2002 un été très chaud. Et du coup, beaucoup de mesures ont été prises dans l'urgence et le CHSCT et les chefs de service ont fait remonter les besoins d'une approche plus anticipée. C'est pourquoi cette communauté d'agglomération a démarré une démarche paritaire, une démarche pilotée par la responsable prévention. Et donc, dans la diapo suivante, on voit comment, donc ça n'est pas un projet que nous menons nous-mêmes, c'est un projet que nous finançons grâce au crédit du plan de relance et que nous suivons. Ce projet a consisté à identifier les risques professionnels au travers un questionnaire qui a été passé dans les différents services sur la vague de chaleur 2022, qui a par exemple pu permettre d'identifier que les services les plus touchés étaient les espaces verts, la police municipale, mais aussi les crèches, un métier à prédominance féminine qui n'est d'ailleurs pas du tout répertorié dans le rapport de France Stratégie sur la liste des métiers les plus exposés à la chaleur. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont pu mobiliser les agents, une démarche tout à fait participative, sur 4 thématiques: adapter les bâtiments en essayant de ne pas mettre de la climatisation, assurer de bonnes conditions d'accueil pour les publics et se poser la question des musées notamment, assurer de bonnes conditions de travail pour les agents
et adapter l'organisation du travail ou des services. On voit donc dans la diapo suivante un de leurs documents où notamment on voit les métiers, enfin les services à prédominance plutôt féminine comme la petite enfance, la culture et le patrimoine, les bibliothèques par exemple, ou encore l'éducation, toutes les écoles, donc avec les ATSEM notamment, et les moyens généraux. Et puis les métiers à prédominance masculine qui sont les espaces verts, l'assainissement, les déchets, le centre technique municipal. Alors, dans la diapo suivante, on voit quelques éléments de préconisation que nous leur avons donnés sur le fait de prendre en compte cette dimension de genre qui n'était pas incluse dans leur projet, notamment prendre en compte le fait que le métabolisme des femmes et des hommes à la chaleur n'est pas le même, prendre en compte aussi le fait que mettre en place des équipements de protection à la chaleur ou au froid, parce que ce projet incluait le fait aussi de travailler à 19 degrés, de supprimer l'eau chaude dans les bâtiments, donc peut-être de mettre des gants par exemple, il fallait tenir compte des différences morphologiques, mais aussi les différences sociales, donc ces métiers différents dont j'ai parlé, la question des horaires. Et effectivement, ils ont adapté les horaires, mais par exemple les horaires des musées, le fait de rallonger les horaires des musées le soir ne convient pas aux parents par exemple. Ou bien on les a sensibilisés à la surexposition des femmes aux violences en période de crise ou de forte chaleur. Donc dans la diapo suivante, on a encore très peu de résultats parce que l'été dernier, 2023, il n'a pas fait très chaud dans cette communauté d'agglomération de l'ouest de la France. Ils ont toutefois mis en place donc la liste que vous voyez là. Ce qui est intéressant, c'est l'autorisation du port du Bermuda. C'est une problématique qu'on avait rencontrée et qui concerne les hommes et qui avait été une revendication qui n'avait pas été autorisée il y a 4 ans dans un territoire sur lequel nous avions travaillé. Alors, on voit qu'effectivement, une des problématiques de genre qui se pose, c'est quand on modifie les horaires de travail pour travailler plus tôt le matin, plus tard le soir, se pose le problème des crèches, des horaires des crèches, des écoles, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est la demande de faire plus de télétravail, mais on sait aujourd'hui avec les études que les conditions de télétravail des femmes et des hommes ne sont pas les mêmes à cause de leurs activités et à cause des conditions à domicile. Alors, c'est le début du projet, on n'en est qu'à un tiers et on aura un deuxième été pour expérimenter. Diapo suivante, voilà, c'est quelques recommandations que nous leur avons faites pour mieux intégrer la question du genre. On va peut-être pas, pour la suite du projet, on va peut-être pas les lister. Vous voyez un certain nombre de points pour pouvoir recueillir des données qui concernent notamment les services à prédominance féminine et masculine et les femmes et les hommes, puisqu'au départ, ils étaient partis sur une démarche sans différencier les femmes et les hommes. Dans la diapo d'après, on voit ce deuxième projet dont, dans la diapo encore suivante, j'ai encore très peu d'éléments. C'est une fédération du travail social. Diapo suivante, on voit que ça concerne quand même 11 000 emplois dans une région, 137 structures. C'est l'accompagnement social des personnes. Et cette fédération se pose la question de comment le travail social va évoluer alors que les vulnérabilités vont augmenter à l'aune du changement climatique. Par contre, cette structure n'avait pas non plus intégré de différenciation ni par rapport au public vulnérabilisé, femmes et hommes, ni par rapport aux professionnels. Et d'ailleurs, la question des conditions de travail était encore très peu présente. Du coup, c'est un projet qui a à peine démarré. Dans un an, on aura plus d'éléments sur comment concilier prise en compte de l'environnement et de l'écologie, évolution des pratiques et du travail social à l'aune des vulnérabilités qui augmentent pour les femmes et pour les hommes, notamment pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les personnes handicapées, et puis conditions de travail des femmes et des hommes. Florence, Alors, je vais te demander de conclure, voilà. Voilà, Parce je que conclue. tu as 14 minutes. Ah oui, mais je conclue. Alors moi, j'invite quand même à... J'ai trouvé très intéressant le travail des écoféministes, notamment dans le dernier livre de Geneviève Pruvot, Quotidien politique. Elle invite à repenser le travail. Alors, elle parle plutôt du travail de subsistance, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on gagnerait à intégrer dans le travail, si je puis dire, rémunéré. Donc, vous voyez toute une petite liste d'éléments dont j'ai un petit peu parlé.
Voilà, notamment prendre soin, un travail qui vise à prendre en compte la sobriété, qui redistribue et partage la pénibilité, un travail plus collectif, plus indépendant, moins isolé. Et dans la dernière diapo, et je termine, et je m'excuse d'avoir un peu débordé, c'est vrai que nous, on expérimente effectivement le fait que chausser les lunettes du genre peut permettre de contribuer à transformer le travail pour qu'il soit effectivement plus soutenable, plus équitable selon les genres, notamment sur la question de la pénibilité, de l'exposition au risque, de l'articulation des temps, et plus durable dans un environnement qui, a priori, va plutôt se dégrader. Et dans ma dernière diapo, c'est juste cette petite image voilà, mais que je crois vous allez, qui est une petite photo d'un panneau lors de la grève des grèves pour la réforme des retraites. Voilà. Donc on remettra, merci Florence pour cette Voilà. présentation. On remettra cette image en fin pour Tout à pouvoir fait. refaire débat. Et on va donner la parole tout de suite à Elsa Laneri. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Déjà, merci aux organisatrices de me permettre d'exprimer, de présenter ma recherche. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une recherche qui s'intitule « Stratégie déployée par les femmes chefs de cuisine » qui s'inscrit dans différentes études réalisées autour du management, autour de la formation de la brigade, d'un point de vue des formateurs enseignants, mais aussi d'un point de vue des commis, des études des élèves, mais aussi d'un point de vue de l'organisation du travail, dans lequel on essaye de tester de nouvelles organisations du travail qui seraient peut-être plus horizontales et plus en faveur d'un équilibre des sphères de vie. Alors, juste pour présenter le contexte, on est dans un des métiers qui est considéré comme les 15 moins favorables au bien-être psychologique, le plus exposé à des contraintes physiques intenses, avec des contraintes qui relèvent de critères de pénibilité, avec un rythme de travail important, des risques psychosociaux importants, une flexibilité de l'emploi aussi, et des femmes qui peinent à trouver finalement leur place dans cet environnement-là et qui vont user de plusieurs stratégies pour se maintenir en emploi. Alors, d'ordre personnel, par exemple, elles vont déménager pour vivre au plus proche du restaurant ou alors ne pas avoir d'enfants, solliciter son entourage familial pour garder des enfants ou alors d'ordre organisationnel, elles vont demander une promotion pour bénéficier d'horaires ou d'un salaire plus important, ou alors qui vont relever de trajectoires professionnelles, c'est-à-dire s'orienter vers un emploi en restauration collective dans des grandes chaînes, ou alors carrément changer de métier. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le nombre de femmes reste important en école de cuisine, et pour autant, elles vont se spécialiser complètement différemment que les hommes, au cours de leur cursus. Alors, la question qu'on s'est posée, finalement, c'est comment les stratégies déployées par les chefs de cuisine permettent de les maintenir en activité. Alors, évidemment, ce qui a été compliqué, c'est qu'il y a très peu de recherches sur déjà le secteur de la restauration et du métier de chef en psycho du travail et ergonomie, mais aussi que, du coup, le travail des femmes est encore moins investi. Donc, on s'est demandé finalement, ces stratégies-là, comment elles sont déployées au regard d'une organisation extrêmement pyramidale, très hiérarchisée, et aussi parce qu'il y a très peu de femmes dans ce secteur encore, même si ça tend à être amélioré. Et du coup, comment elles se font une place dans ce secteur. Alors, la méthode employée, on a fait des entretiens semi-directifs, individuels, avec des chefs de cuisine qui travaillent dans des restaurants traditionnels, et on a utilisé la méthode des cartes projectives avec le jeu Dixit. Plusieurs axes ont été abordés, le parcours professionnel des chefs, l'activité quotidienne, la manière de manager, la place des femmes, les effets du travail sur la santé, et puis des questions de variabilité personnelle. Alors, les résultats, donc j'ai fait un choix dans les résultats, si ça vous intéresse, il y a une publication sur ce sujet-là, mais les résultats montrent quoi? Déjà, un premier besoin, c'est de se fondre dans la masse. Des femmes qui disent devoir utiliser des attributs connotés masculins pour manager, avec ce type de verbatim. On va prendre un peu le comportement des mecs pour les mots, être cru cache un peu les blagues sexuelles aussi. On le fait sans le vouloir et sans s'en rendre compte, malheureusement, vu qu'on est tout le temps avec des hommes. Ce qui ressort aussi de notre étude, c'est qu'elles ressentent un besoin de se faire respecter
et que pour elle, une des stratégies pour se faire respecter, c'est d'utiliser des codes un peu masculins. On est obligé de faire cela car les hommes sont majoritaires pour pouvoir y arriver. On adopte les codes existants. De là où on est, il y a souvent beaucoup de codes masculins, comme parler de manière franche, directe, forte. Une femme doit montrer qu'elle a des capacités physiques. Elle porte les gamelles elle-même. Elle ne peut pas demander de l'aide. Par exemple, remuer plusieurs litres de crème pâtissière quand on en fait beaucoup, c'est très dur. Ça fait partie du travail. La manutention n'a pas le temps de demander de l'aide. Et ce qu'elles expriment aussi, c'est le fait de ne pas vouloir se faire remarquer, se dissimuler. Et pour ce faire, elles expriment ne pas se maquiller, ne pas porter de bijoux, de vêtements moulants, pour être le plus discret possible. Elles essayent de se dissimuler pour pouvoir travailler finalement dans de bonnes conditions. Un deuxième résultat qui est le besoin de construire son propre environnement de travail. Devenir chef, finalement, a été une nécessité pour pouvoir continuer ce métier. Elles expriment avoir des difficultés à se faire respecter par la brigade. Hein. Typiquement, il y a des enjeux de coq, de compétition, des remarques misogynes. On se permettrait de me dire des choses qu'on n'aurait jamais dit à un homme. Je me souviens de Fred, mon second, qui m'avait dit « Mais vous êtes sûr pour la sauce, chef ?» Des violences aussi qui sont devenues ordinaires. Typiquement, beaucoup se plaignent d'attouchements avec ce type de verbatim. Hein. Les cuisines sont petites, alors on te frôle, on te touche. Et plusieurs d'entre elles disent avoir donc choisi d'ouvrir leur propre restaurant pour justement travailler dans des conditions qui leur permettent d'être épanouies. Le troisième résultat qu'on a obtenu, c'est que les femmes finalement manageraient différemment que les hommes. Elles disent ne pas s'inscrire en mimétisme, elles disent ne pas avoir de modèle et qu'elles se cherchent à la recherche de leur propre style, tourné vers autrui, tourné vers de la communication et de la bienveillance. Donc c'est ce qu'elles disent, hein, pas forcément ce qu'elles font. Avec ce type de verbatim, très inclus, j'ai besoin que chacun soit inclus et se sente inclus. Je vais intégrer aux décisions concernant les projets. Nous sommes une équipe, on donne chacun notre avis sur le sujet. Donc on voit que les femmes chefs essaient finalement d'aller vers plus d'horizontalité pour la prise de décision. Elles expriment aussi vouloir être proches des équipes et ne pas vouloir manager de grandes brigades et pouvoir rester sur des brigades à taille humaine. Avec ce type de verbatim, je ne cherche pas la renommée, avoir des équipes que je ne connais pas. Ce qui m'intéresse, c'est la proximité, l'échange, la confiance. Et ça, on peut l'avoir qu'à petite échelle. Je manque déjà de temps pour connaître mon équipe, alors avoir plus de monde, ce serait impossible. Un autre résultat qui nous a surpris aussi, c'est les difficultés à équilibrer les sphères de vie. Alors, comme je vous le disais en introduction, on sait que c'est un secteur qui nécessite beaucoup d'heures de travail. En moyenne, nos femmes chefs travaillent 60 heures par semaine et elles disent donc ne pas pouvoir investir leur vie personnelle. Par exemple, on ne va pas passer les fêtes en famille. Non, nous, on est au restaurant. On ne va pas non plus faire la fête avec nos amis. On est au restaurant. Donc, on passe sans doute à côté de plein de choses. Du coup, l'organisation du travail ne leur permet pas de maintenir des relations amicales ou elles ne se sentent pas pouvoir être ressourcées auprès de leur entourage. Et 38% de notre échantillon dit ne pas faire d'enfants pour se consacrer à son métier, à sa carrière, comme si finalement le binôme mère-chef était incompatible. La charge mentale de la gestion d'une famille incombe encore beaucoup aux femmes. Et une petite parenthèse que je voulais aussi apporter, c'est qu'on vient de terminer une recherche sur le travail en couple dans le secteur de la restauration. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est les femmes qui imposent à leurs conjoints de prendre une pause parce que le travail devient trop fatigant. Et dans cette recherche-là, en fait, les femmes ne prennent pas de pause pour elles-mêmes et on voit qu'elles sont souvent très, très épuisées par leurs conditions de travail. Donc, quand il y a un homme dans l'histoire, finalement, peut-être que ça les aide à prendre une pause, je sais pas, à creuser. Voilà, et donc pour discuter de nos résultats, donc un management au féminin dans les brigades, une place à conquérir, on voit que les chefs n'osent pas forcément être. Il y a finalement comme un implicite qui demeure pour la majorité, avoir une attitude féminine les rendrait plus vulnérables en cuisine. C'est des résultats qui nous surprennent au XXIe siècle, comme si elles devaient s'excuser d'être. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont identifiées. Des conditions de travail, typiquement des cuisines qui ne sont pas adaptées, du matériel qui n'est pas adapté, des tenues qui ne sont pas adaptées. Typiquement, il n'y a pas toujours de vestiaire pour se changer, par exemple. Des stéréotypes de genre liés au fait que la femme doit séduire,
comme la cuisine d'ailleurs, être élégante, mais aussi liées à la mentalité des clients, hein, pour qui une femme est au service et puis l'homme en cuisine, ou comme l'a montré Fridiani, des clients qui ne souhaitent pas forcément être conseillés par des femmes. Et puis aussi des comportements à changer auprès des femmes elles-mêmes, hein, qui demandent moins souvent de l'aide, qui sont moins présentes dans les établissements. Elles sortent moins de leur restaurant. Et quand elles font des activités caritatives, c'est à plus petite échelle, plus proche de chez elles. Donc, en fait, elles sont moins inscrites sur la scène médiatique. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, je vous disais tout à l'heure, il y a peu de femmes dans le secteur de la restauration. On compte à peu près, en chef étoilé, 26 femmes dans le monde contre 650 hommes à peu près. Donc, il y a un énorme écart entre les deux. Voilà, je vous remercie. Merci Elsa pour la présentation. On peut prendre quelques questions de compréhension pour adresser à Elsa, si vous voulez. Pour rappel, on fera un débat. Enfin, on a prévu une vingtaine de minutes pour débattre tous ensemble autour du croisement des différentes présentations. Est-ce qu'il y a une main qui se lève? Oui, pardon, je ne vous avais pas vu. Merci pour cette présentation. Bernard Michez, ergonome européen, président de la FIS. J'ai une question méthodo. En fait, les deux présentations que nous avons eues, la précédente et celle-ci, montrent une approche de la subjectivité au travail. Et on est toujours surpris quand on fait des analyses de l'activité. Ça n'infligerait pas le travail prescrit, le travail réel, mais on est toujours surpris quand on objective, quand on quantifie, de mettre en évidence des choses qui ne sont pas parlées par les personnes. La subjectivité va mettre au sommet de la pile un certain nombre de choses, mais pas forcément ce qui constitue des fondamentaux de l'activité. Comment est-ce que vous faites la connexion avec cette objectivation vis-à-vis de la subjectivité que vous avez parfaitement identifiée? Tu veux commencer à répondre? Non, je réponds. Moi, typiquement, je fais de l'analyse de l'activité. Hein. Je m'inscris complètement en ergonomie. Sauf que ce qui m'intéresse, c'est de comparer en fait ce qui est dit de ce qui est fait. Donc, en fait, c'est deux études différentes. Mais j'ai bien en tête ce que vous dites dans l'analyse réalisée. Après, on sait bien que ce qu'on dit a un impact sur ce qu'on fait aussi. Donc, je pense que les deux niveaux nous intéressent. Bonjour, merci de vos exposés, très intéressants. Christian Duterte, je suis économiste et en même temps je travaille beaucoup avec des ergonomes. Moi, ce qui m'a frappé, mais c'est ça un peu la question que je voudrais vous poser, c'est que dans la première intervention, on est plutôt dans des rapports de sexe et de différence ou d'inégalité entre les hommes et les femmes, dans toute une série de situations. Et dans la deuxième intervention, Elsa est intervenue sur une autre question qui était par exemple à travers la réaction des femmes à un certain nombre de situations, l'ouverture de nouvelles formes de travail, de nouvelles formes de management, c'est-à-dire quelque chose qui peut aussi ensuite intéresser les hommes. D'une certaine manière, il me semble que dans la deuxième intervention, il y a une distinction entre rapport de sexe, rapport de genre. Oui. Ce qui était dans les années 80 très important, et qui aujourd'hui a un peu disparu dans nos échanges. C'est-à-dire qu'il y a, dans la première intervention, je me permets de dire ça, j'ai l'impression qu'en fait, rapport de sexe ou rapport de genre, c'est la même chose. Alors, on comprend très bien que les inégalités renvoient à des rapports de sexe, et que c'est très important de les nommer, Mais après, la question qui me paraît apparaître dans la deuxième intervention, c'est que la façon dont les femmes réagissent à ces inégalités, à des situations de travail que tu as très bien exposées, en particulier dans les cuisines, les conduisent à avoir un rapport au travail et un type de travail qui change le travail lui-même. Et donc, en réalité, ça serait ici le changement du rapport au travail, les pratiques de travail, ici de management, qui permettent d'envisager un changement des rapports de sexe. Alors, ce n'est pas tout à fait la même approche, il me semble. Soit c'est les inégalités qui doivent être affrontées directement, soit d'une certaine manière, à travers la question des rapports de genre, et donc faire revenir le rapport subjectif au travail, il y a une possibilité d'expérience féminine, cette fois-ci, qui s'opposerait
à une expérience plus masculine ou plus virile, qui du coup permet d'introduire pour tout le monde de nouvelles formes ici de management. Est-ce que vous, voilà, comment vous réagissez? C'est comme ça que je vous ai entendu, hein, je vous fais un petit retour, parce que j'ai trouvé les deux extrêmement intéressants. Je vous propose qu'on garde vos réponses pour le débat final, parce que ça... Voilà. Merci pour cette question, comme ça te laisse le temps de réfléchir. On va faire une réponse collective aussi, hein. Je pense qu'on a plusieurs... Et puis, vous pourrez voir justement dans les présentations suivantes, on va retrouver ces différences que vous proposez. Donc, oui. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez bien, toujours à distance, c'est bon? Okay. Hop. Tiens. Ah, excusez-moi. Non, on voudrait bien le micro, s'il vous plaît. Rebonjour, donc on va vous présenter donc Fabienne Gouty, Université de Bordeaux, chercheure intervenante aussi à la Fabrique Ergo. Alexandra Bell, donc moi je suis artisane dans la rénovation écologique du bâti ancien. Donc là on vous amène dans un autre monde, mais on va traiter de questions un peu similaires aux précédents exposés. Sur les gestes et récits professionnels, cette fois donc dans le bâtiment écologique, et aussi sur l'implication de l'ergonomie au sein d'un projet, ou de l'ergonome et de l'ergonomie, au sein d'un projet de podcast, le podcast Construction Plurielle, que vous pouvez retrouver en ligne. Quelques éléments sur le métier des bâtiments travaux publics, en tous les cas en métropole, parce que je me suis rendu compte que c'était différent ici. Donc on a une forte pénurie de main-d'œuvre, ça c'est commun aux deux endroits, qui touche ce secteur. Et en fait, elle serait a priori compensable par une plus grande embauche de femmes. Donc on voit de nombreuses campagnes de communication, comme vous pouvez voir l'image là sur la droite, de différentes organisations représentatives. On voit que la féminisation du métier, de ces métiers, de ce secteur, en tous les cas, progresse. On est passé à 12,3% en 2020, avec 2 fois plus de femmes dirigeantes, mais que ça peine vraiment à se concrétiser, et notamment sur chantier. Parmi toutes les femmes qui travaillent dans ce secteur-là, seuls 1,6% des personnes travaillent sur chantier. Les questionnements qu'on va essayer de travailler ensemble avec cette présentation, puis le débat qui suivra, c'est justement quels sont les freins et leviers. Elsa a parlé du maintien des femmes, mais aussi de l'entrée des femmes, du coup, j'ai envie de dire, dans ces secteurs. Et puis, comment on peut voir la place des professionnels et leur stratégie. On a parlé de pratique ce matin avec Corinne Godard et la sociologue qui était là. Et maintenant, c'est au niveau aussi de leur stratégie, comment, en fait, dans l'emploi et la mise en œuvre des matériaux bio et géosourcés, comment elles peuvent être facteurs de santé pour, justement, comme vous le disiez, Christian, l'ensemble, en fait, des personnes en activité. Et dans tout ça, quel va être le rôle de l'analyse de l'activité pour répondre à ces questions. Je vous ai mis on vous a mis quelques éléments à droite. On voit quelques personnes qui sont en équipement de travail, des femmes. Et puis en dessous, vous avez des matériaux bio et géosourcés, donc simplement qui viennent de la terre, qui sont de l'environnement, donc comme le bois, les fibres de bois ou la paille. Mais il y en a vraiment, il y a la laine, il y a plein d'autres matériaux. Quelques informations sur le contexte de la recherche. Donc déjà, on travaille avec Oikos. Oikos, qui veut dire la maison en grec, c'est une association qui forme, informe, sensibilise à l'emploi des matériaux bio et géosourcés depuis plus de 30 ans. Et on a constaté avec eux et en interne, notamment sur les chantiers écoles, qu'il y avait des modalités d'apprentissage qui allaient être différenciées, différents selon le genre, notamment en termes d'accès aux formations déjà, des développements des savoir-faire sur chantier. Qui est-ce qui prend, qui est-ce qui fait, qui est-ce qui utilise l'outil, comment ça se fait, comment ça se passe, quelle stratégie on met en place. Et après, sur l'accès au marché du travail, quand vous sortez de la formation, eh bien, qui va pouvoir prendre la place, s'installer après la formation. Et ça, il y a vraiment des différences. Et du coup, de là est née l'idée d'un projet avec Flavie Widmeyer, qui n'est pas là aujourd'hui et qui travaille chez Oikos, elle, qui est salariée. Donc le podcast Construction Plurielle, c'est un podcast qui donne la parole aux professionnels de la construction et de la rénovation écologique. La méthode qu'on a mis en place à l'intérieur, en tous les cas, de ce podcast, pourquoi on a choisi déjà un podcast, c'est parce que ça permet une diffusion large, avec des récits incarnés, puis surtout,
Donc les professionnels peuvent témoigner de manière brute, s'adresser directement aux autres publics, voilà. Et donc ça permet une sorte d'évolution des imaginaires. Vous pouvez vous plonger dans la voie et de faire ouvrir. Je vais pas rentrer dans la suite de la présentation. On a eu différents entretiens avant de faire ces podcasts ou pour enregistrer les podcasts, notamment sur le vécu des personnes, mais aussi leur chemin parcouru, donc les contraintes qu'elles rencontraient. Aujourd'hui, on a accès un peu plus aussi sur les stratégies qui leur permettent de dépasser les contraintes qu'elles rencontrent et les conseils qu'elles donneraient aux futurs entrantes dans le métier, entrants et entrantes, puisque dans ce secteur-là, la population est différente dans le BTP général. Et on a mobilisé différents objets intermédiaires, c'est-à-dire qu'on demandait à la personne en entretien de venir avec un objet, quelque chose qui lui est fort, qui tient à elle. Là, Monique nous raconte, vous pourrez écouter ça dans l'épisode 1, son livre qui est sa Bible, en fait, la chose comment elle l'a découvert après une longue carrière dans un autre métier, pour accompagner notamment l'explicitation, comment elle pouvait s'engager dans le corps. Et cet objet intermédiaire, il sert à parler avec le chercheur, avec les personnes qui interviennent, mais aussi plus tard dans la communauté élargie de recherche. Je reviendrai sur ça en fin de présentation. Donc moi, je vais avoir une parole incarnée et je vais vous donner les résultats. Donc les premiers résultats qui en sortent, c'est qu'on a des difficultés de projection de soi dans le bâtiment du BTP. On a un usage très récurrent du masculin. On a un gros manque de représentation sociale des femmes, comme plombières, électriciennes, maçonnes. Et on a un manque d'encouragement familial et social. Donc ça fait un sentiment d'exclusion. Les intégrations sur chantier sont assez coûteuses. On doit donc se déféminiser ou enlever toute forme de féminisation pour pouvoir s'intégrer. Il peut y avoir de la bienveillance dans la formation, ce qui permet de prendre confiance en soi. Et l'expérience de chantier fait qu'on peut dépasser nos représentations sociales. Ensuite, le lancement est assez difficile parce que souvent les professionnels essayent de maîtriser parfaitement leur domaine. Elles veulent se sentir légitimes et elles savent qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur pour ne pas être discréditées. Et souvent, on a le devoir d'en faire plus. Donc souvent, on a des reconversions professionnelles pour retrouver du sens dans le travail. Donc, par exemple, en devenant artisane, par le faire par les mains. Donc, c'est une sensation de retrouver du sens par travail. Et moi, personnellement, d'utiliser des matériaux bio et géosourcés, c'était aussi de penser le bien-être à la fois des fabricants, des professionnels qui appliquent, des habitants, mais aussi de l'habitat. On peut mobiliser aussi ses compétences antérieures. J'ai une collègue qui était prof et psychologue et elle utilise des techniques d'animation sur ses chantiers participatifs. Elle va cerner les personnalités et elle va en faire ses alliés. Et moi-même qui étais architecte, donc j'utilise mes carnets de terrain comme des retours d'expérience et qui me permettent de tracer dans le temps les situations problématiques ou au contraire des bonnes situations qui me permettent d'améliorer le travail. Et du coup, donc on vient de voir qu'on pouvait mobiliser les compétences antérieures. Ça, c'est dans les professionnels avec qui on s'est entretenu, qui ont fait des reconversions professionnelles vers ces nouveaux métiers, le bâti ancien et la rénovation. Et aussi, elles vont faire autrement, innover, changer, développer des outils à soi. Par la tactilité pour pouvoir transmettre. On va parler de matière, de chaleur, de couleur et comment elles vont pouvoir passer par le corps. Et ça, c'est très intéressant à documenter. Et puis aussi, mieux choisir ses clients, c'est-à-dire par rapport à toute la charge mentale qu'il peut y avoir, qu'on a présentée notamment dans les brigades précédemment. Eh bien, comme c'est une reconversion aussi, elles ont cette fois choisir de faire autrement en choisissant avec qui je travaille, dans quel délai. Elles mobilisent d'autres ressources. En fait, plus jamais on veut revivre le travail précédent. Et puis, le type de chantier avec ne serait-ce que l'accès aux toilettes, parce qu'il y a beaucoup de chantiers, il n'y a pas de toilettes, ou pas d'espace en tous les cas, voilà. Et puis aussi, face à la sursollicitation physique, peut-être tu veux le présenter ? Oui, la sursollicitation physique et puis les outils qui sont très peu adaptés à notre morphologie. Donc on va développer des trucs et astuces, notamment là il y a 3 caisses à différentes hauteurs qui permettent de mettre la matière à hauteur et qui évitent de faire des allers-retours pour porter la matière et l'appliquer sur le mur. Ça c'est une technique et souvent les sacs font 35 kg et pour la manutention on peut les couper en deux et permettre de diviser par 2 la charge. Tu commences ? Non, vas-y. Ok. Moi, je suis à la fin. Donc du coup, on voit que ces récits, les récits narrés, que vous pouvez écouter, ils peuvent donner envie en fait aux personnes directement d'intégrer ces métiers.
part des stratégies mises en place pour être bien, pour donner confiance du coup. Les témoignages directs, donc qui donnent à entendre l'activité et en même temps sa variabilité, et qui la mettent en fait en visibilité. Tu dis la fin? Oui, après je finirai. Donc pour moi, cette rencontre de podcast, elle a été très bénéfique en tant que professionnelle, parce que j'ai pu à la fois partager mes observations que j'ai eues en chantier école, en chantier professionnel, aussi mes stratégies sur le choix des outils que j'utilise et des matériaux, de partager mes stratégies par rapport à mon corps. J'ai un corps qui est fin, mais voilà, je peux aussi déplacer de la matière, et surtout, c'est d'écouter les stratégies d'autres femmes qui sont très bénéfiques. Et ces trucs et astuces, en fait, qu'elles pouvaient vivre de manière isolée, eh bien, le fait de pouvoir s'écouter, et maintenant on a développé le projet, on a un financement de l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, où les artisans peuvent se regrouper pour partager ces stratégies et trouver comment faire ensemble. Donc en fait, a priori, des choses qui étaient individuelles se retrouvent, deviennent collectives pour pouvoir mener une action commune. Et j'ai un petit peu anticipé. Bref, en tous les cas, ce secteur-là, et dans le bâti ancien, c'est un secteur qui s'ouvre à un nouveau public. Ça, c'est des choses qu'on retient de l'étude, et avec des personnes qui font autrement. Et le fait de pouvoir documenter les prises de pouvoir, ça initie en fait une mise en mouvement des artisanes qui vont pouvoir témoigner, s'écouter, se penser, se regrouper, repenser les modalités en fait de conception et d'usage des techniques, des outils et aussi des EPI. On est en train de trouver, parce que les masques que vous mettez quand il y a les poussières, etc., ils ne tiennent pas si vous avez un petit visage. Comment vous faites? Du coup, vous compressez votre faciès, votre visage. Ensuite, vous avez des maux de tête. Enfin, voilà, il y a tout un champ élaboré. Et donc, à partir de ces variabilités interindividuelles et des contraintes collectives, tout ça pour développer le pouvoir d'agir et limiter les effets chroniques sur la santé. On vous remercie. Merci. On prend quelques questions avant de passer à la suite. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. Donc, moi, je suis de la MSA, Magali Caillon, prévention. On rencontre aussi ce que vous témoignez en fait dans le milieu agricole, où les matériels ne sont pas adaptés, sont trop lourds, l'attelage des machines est très complexe. Et du coup, il y a beaucoup d'astuces ou de chemins différents qui sont empruntés par les femmes. Et la question que j'aurais, c'est en quoi justement tout ce que vous arrivez à trouver comme levier pour contourner les difficultés et arriver à s'épanouir et à se développer dans le travail, peut nourrir aussi un collectif d'hommes et de femmes, parce que les hommes, il y a des petits gabarits, il y a des gens pas forts aussi, il y a des gens qui ont des handicaps, enfin des personnes. On voit bien en quoi aussi ça peut faire évoluer les pratiques d'un collectif plus large de professionnels. C'est peut-être la question que je vous poserai. Juste rapidement, en tout cas là on a parlé de professionnels du bâtiment, mais nous quand on intervient aussi en formation, on parle de personnes vulnérables. Voilà. Avec la roue des privilèges que je vous invite à consulter, vous verrez que tout ce qui est domination, en fait, il y a le pouvoir au centre. Vous avez, si vous êtes un homme blanc d'un certain niveau d'éducation, etc., qui parle français, anglais, qui est normopensant, et puis plus vous allez sur le côté, vous pouvez être femme, racisée, en situation de handicap, moins vous avez ces privilèges-là. Donc c'est intéressant pour les apprentissages justement d'aller travailler avec différents publics, et le projet qu'on mène, qui a été financé notamment par l'ANACT, nous permet de faire communauté élargie de recherche. Ça veut dire qu'on a des artisans et artisanes, les deux. On va juste veiller à des temps de parole, parce que souvent le temps de parole est plus souvent pris par les hommes, mais on n'en reste pas assez vu à la distinction genre, c'est vraiment le physique, le mental, etc., des personnes en activité. Mais je reviendrai sur ça pour lancer le débat tout à l'heure. Merci. Du coup, on va accueillir la présentation suivante de Adrien Morvan, qui va nous emmener cette fois en Tanzanie. Oui, bonjour à tous et à toutes. Attendez, un petit instant. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Pas encore.
Ah bon? Pourtant, je suis en partage d'écran. Vous le voyez? C'est normal, c'est parce que juste logistiquement, laisse-nous 1 minute, 30 secondes. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de souci. C'est parti. Ok. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Adrien Morvan, je suis doctorant en anthropologie, donc pas forcément en ergonomie, au laboratoire des Afriques dans le monde. Et je vais vous présenter donc, les stratégies de genre différenciées dans l'agriculture de Karatou au regard de l'anthropologie et de l'ergonomie. Alors, d'abord, un petit peu de... Je vais présenter assez rapidement la méthodologie. Donc là, je vais vous présenter une étude de cas un petit peu précise qui a été réalisée dans le cadre du projet PREHIT, donc qui était un projet pluridisciplinaire sur la question des pesticides et de leur utilisation en Tanzanie. Donc cela fait suite à 2 terrains, donc un de 6 mois entre septembre 2021 et février 2022, et un dernier de 2 mois très récent entre juin 2023 et août 2023. Ce sont des entretiens libres, donc basés sur la méthode ethnographique avec des observations participantes et des entretiens un petit peu collectifs. Alors, donc 90 au total, dont 20 à Karatou. Alors, je présente très rapidement la province de Karatou. Donc, Karatou, qui est une province située au nord de la Tanzanie, dans la province d'Arusha. C'est une région particulièrement connue pour sa production d'oignons, avec des petits agriculteurs, des petits propriétaires et des petits locataires. On va y venir sur la distinction entre les deux. C'est une région qui est assez connue pour son succès commercial, puisque en fait, elle exporte vers le Kenya, et cela tire les prix par le haut. Les acheteurs kenyans sont très friands de ces oignons, et cela fait monter les prix, puisqu'ils achètent en gros auprès de ces producteurs. Alors, il y a un contexte au niveau de l'utilisation des pesticides en Tanzanie. Donc, on est sur un marché libéralisé depuis les années 90 suite aux politiques d'ajustement structurel qui ont suivi la politique de l'Ujamaa qui avait été mise en place durant l'indépendance. C'est un pays rural avec de forts enjeux concernant la modernisation de son agriculture. Donc, je vous ai mis quelques chiffres qui datent un petit peu maintenant de 2016 quand même, mais qui n'en restent pas moins assez intéressants. Donc, on voit bien qu'il y a des problématiques de santé publique qui entourent la question de la nutrition et de l'alimentation. Et on est sur un système qui repose en grande partie sur des petits producteurs. En plus de ça, il y a un enjeu de santé publique avec 93% des ouvriers agricoles qui ont fait part d'une intoxication aux pesticides, donc une intoxication aiguë, et 69% des agriculteurs. On va venir un petit peu sur la distinction qui va arriver après. Voilà, donc cette communication a pour objectif en fait, de présenter les différentes stratégies adoptées notamment par les femmes pour s'insérer dans le circuit économique de l'agriculture tanzanienne. Ensuite, c'est pour présenter une approche complémentaire entre l'anthropologie et l'ergonomie. Et enfin, présenter les différents freins à la mise en place de stratégies préventives du risque. Donc, pour les résultats. Alors, moi, je vais parler un petit peu d'une chaîne d'exploitation. Donc, j'emprunte cette expression à Jessie Luna, qui a travaillé sur la production cotonnière au Burkina Faso, où elle expose en fait que le système économique du coton a tendance à favoriser les hommes, et qu'en fait, ils se trouvent eux-mêmes en fait en train de s'exploiter, d'être exploités par les ouvriers sont exploités par les agriculteurs. Et que les femmes en fait se retrouvaient en bout de chaîne, invisibilisées dans leur travail. Et en fait, je vais reprendre un petit peu cette expression pour présenter les degrés de vulnérabilité face au risque. Donc en fait, épandre des pesticides pour les ouvriers agricoles, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent. C'est là où vous allez être rémunéré. Comment ça se passe? En fait, les ouvriers agricoles sont rémunérés au nombre de réservoirs individuels utilisés dans la journée. Donc, ils sont rémunérés, plus ils vont épandre et plus ils vont être rémunérés. Donc, plus ils vont être exposés et plus ils gagneront de l'argent. Et gagner de l'argent, ça permet quoi? Ça permet de s'acheter ou de louer une terre afin de sortir souvent de ce cycle d'empoisonnement. Ainsi, plus vous allez pouvoir mettre de capital de côté, plus vous allez pouvoir justement, à terme, obtenir une terre, quel qu'en soit le coût. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez important, qui revenait très souvent dans les entretiens. Et donc, obtenir une terre, c'était aussi
à terme avoir un meilleur statut social, avoir plus d'argent, avoir la possibilité de mettre ses enfants à l'école. Donc, et en fait, on se rend compte aussi quand on discute, que ce soit avec les agriculteurs ou avec des ouvrières, voire des agricultrices, qu'il y a des barrières très importantes qui sont, que rencontrent les femmes. Notamment le fait que le droit national est souvent remplacé par le droit tribal qui va limiter leur accès à cette terre, que ce soit pour l'impossibilité d'hériter, pour une impossibilité d'acheter, voire de louer des terres. Donc, il y a un enjeu pour les femmes d'essayer de se saisir des moyens, du système économique pour accéder aussi à cette indépendance et à cette vision un petit peu entrepreneuriale de l'agriculture. Alors là, donc, sur ces deux photos, je vous présente donc un ouvrier agricole et un agriculteur locataire. Donc, c'est très peu de temps après c'est soit avant leur épandage, soit après. On peut voir quand même une absence quasiment systématique des équipements de protection individuelle, ou en tout cas des équipements de protection individuelle qui sont soit absents, soit pas très efficaces. On peut voir des bottes, par exemple, pour l'agriculteur locataire, avec un pantalon qui est mis dedans, donc avec un écoulement des produits dans les bottes. Le fait qu'il n'ait pas de gants, qu'il s'essuie les yeux juste après un épandage aussi. En fait, les agriculteurs locataires ont moins la possibilité de faire appel à des ouvriers, puisque les propriétaires terriens, eux, peuvent obtenir plus facilement des pesticides via des prêts bancaires. Donc, ils ont cette capacité de se prémunir du risque en étant propriétaires de la terre. Et les ouvriers sont, eux, les principaux en fait, équipements de protection individuelle des agriculteurs. C'est eux qui remplacent justement l'équipement qui est difficile à porter, quasiment impossible à trouver et qui est très très cher. Donc, en fait, ce qui revenait aussi dans les différents entretiens, c'est que s'empoisonner devenait une normalité. Les différents ouvriers m'ont fait part que s'empoisonner, c'était mazoya. Alors, je reprends un terme en swahili, qui voulait dire une banalité qui s'inscrit dans la tradition. Alors qu'on voit qu'en réalité, c'est assez récent. S'empoisonner avec les pesticides est quelque chose d'une temporalité récente. C'est début des années 2000, véritablement, le boom de l'accès aux pesticides. Et pour autant, c'est devenu normatif, c'est devenu quelque chose de normal, ce qui malheureusement est un vrai frein pour l'émergence du problème en santé publique, puisque les gens ne se saisissent pas de la non-normalité de cette problématique. Le travail genré, donc souvent aussi les hommes ont tendance à écarter les femmes de la question de ce travail d'épandage des pesticides. Donc ça peut se baser sur des représentations très virilistes, c'est-à-dire d'essayer de protéger les femmes des champs, de les écarter de cet empoisonnement, et donc ça a pour conséquence aussi d'invisibiliser les contaminations secondaires, comme par exemple quand les femmes, les épouses notamment, nettoient les équipements ou les t-shirts ou les pantalons qui ont été portés pendant les épandages, ou quand les ouvrières agricoles, donc souvent recrutées pour faire la récolte ou la plantation, cuisinent à côté des équipements des matériels d'épandage. Et en plus de ça, quelque chose qui revenait, c'est que les femmes avaient tendance à valoriser l'utilisation des pesticides. Pour elles, c'était quelque chose de bien. Là où les hommes avaient tendance à me dire, non, non, on sait que c'est dangereux, on sait que c'est un toxique, on a envie de pouvoir s'en sortir, de sortir de cette chaîne de contamination, comme le reprend Jessie Luna. Donc, et en fait, les femmes, au contraire, elles essayaient de valoriser cet outil qui leur permettrait, en tout cas, d'améliorer leur statut social. Donc, c'était quelque chose qui ressortait assez souvent lors des entretiens. Alors, j'ai essayé d'aller assez vite, j'ai encore un petit peu de temps. Donc, je vais conclure. Alors, je suis désolé, je conclue assez rapidement. J'essaie d'être dans les temps. Donc, en fait, on voit à quel point cette situation donc, de Karatou est en fait qui est un exemple, mais qui est une situation, en fait, c'est une problématique systémique. On est bien dans un système d'exploitation qui crée justement, qui illustre un rapport genré vis-à-vis de la toxicité. Le tout inscrit dans une banalisation du risque chimique. Donc en fait, cette approche pluridisciplinaire et complémentaire, en fait, c'est ce qui me permet justement d'avoir cette mise en perspective des différentes stratégies individuelles dans une analyse beaucoup plus systémique, beaucoup plus large. Donc, voilà. Alors, je crois que je suis à quelques secondes près.
Merci Adrien. Bravo. Est-ce que vous avez quelques questions pour Adrien? Plutôt quelques questions de compréhension, puisqu'on fera débat après ensemble. Oui, il y a une question, Adrien. Oui, bonjour. En quoi l'accès aux pesticides favorise le statut social pour les femmes? As-tu pu entendre la question, Adrien? Oui, j'ai entendu. Je peux répondre très rapidement. En fait, le système, enfin, les ouvriers agricoles sont essentiellement rémunérés par l'application des pesticides. Donc, en fait, comme il y a systématiquement une mise à l'écart des femmes dans le travail, enfin, dans l'épandage des pesticides, elles se retrouvent relayées à des tâches qui sont moins bien rémunérées. Et donc, c'est encore plus difficile d'accumuler du capital. Déjà, quand elles ont des barrières au niveau de l'héritage des terres, par exemple, ou tout simplement à la location ou à l'achat, ça dépend vraiment des tribus, enfin, des lois tribales qui sont mises en place dans les villages. Donc, en fait, à partir du moment où elles sont écartées du travail qui le rémunère le mieux, eh ben, elles sont forcément reléguées à un plan inférieur au niveau social. Et ça, c'est pour ça aussi qu'elles se saisissent de ce narratif, aussi de valoriser en fait le pesticide. Ou en tout cas, ce qui revenait systématiquement, c'est pas dangereux, c'est plutôt bien, moi ça me permet, de toute façon moi j'ai pas peur de l'utiliser. Et donc vraiment ce narratif était très présent, contrairement aux hommes où c'était non, mais moi, de toute façon, je vais travailler pendant un temps et après, je vais mettre de côté, je vais avoir une terre et je vais pouvoir recruter des ouvriers. Donc, en fait, on voit bien que comme l'accès à la terre est plus compliqué, il y a cette idée que le pesticide est positif. Et j'ai eu aussi le cas récemment d'une maraîchère dans le village de Babati qui m'expliquait que bon, le maraîchage, enfin la vente de produits, pas une maraîchère, pardon, une vendeuse de produits de maraîchage, qui expliquait que en fait, son souhait, c'est à terme réussir à avoir sa terre et puis pouvoir elle-même utiliser les pesticides pour éviter d'avoir à rémunérer des ouvriers et donc gagner plus facilement de l'argent. Avec un narratif, au départ, c'est dangereux, mais elle va mieux les utiliser que les hommes parce qu'elle lira les étiquettes derrière. Donc en fait, on voit bien cette question justement des pesticides et de leur utilisation presque comme une possibilité d'indépendance financière et économique. Et Adrien, j'ai envie d'ajouter, pour avoir relu les matériaux de terrain avec toi que tu as présenté, c'est que l'exposition, même dans les tâches auxquelles les femmes sont relayées, et ben en fait, elle est là. C'est-à-dire que c'est elles qui vont préparer à manger, par exemple, à côté des champs, là où il y a de toute façon l'exposition. Donc, quitte à ne pas être rémunéré ou à être rémunéré en s'exposant. Voilà. Merci. On va passer à la dernière présentation. On va accueillir Liliana Cugna et Marianne Lacomblé. Bonjour, vous voyez la présentation? Oui, Liliana, tout est OK. Oui, OK. Alors, notre présentation est intitulée « La transition écologique porte une dimension genrée, l'activité des trieuses bouchons de liège naturel face à l'évolution des défauts tributaires des changements climatiques ». L'activité de tri est une activité exercée exclusivement par des femmes. Les trieuses font le tri de bouchons qui sont fabriqués par le perceur selon différentes catégories de qualité et identifient les bouchons défectueux qui doivent être rejetés. L'intérêt d'analyser les relations entre la transition écologique et les activités de travail associées à la transformation du liège est apparu lors de notre étude de cas dans des différentes micro-entreprises de ce secteur et à partir d'observations libres et systématiques de l'enregistrement vidéo des séquences de l'activité, d'entretien collectif et des entretiens aussi avec des responsables de ces entreprises. Il est apparu que les capacités diagnostiques des trieuses de bouchons ont permis de révéler de nouvelles imperfections qu'elle attribue à une modification de la qualité du liège en lien avec une dégradation des sols et un changement climatique.
Voici un exemple d'un registre d'observation qui reprend cette idée. Ce bouchon est bon, nous demande la travailleuse en jetant un œil sur un bouchon retiré du tapis roulant pendant l'observation. Scintillez, frottez-le avec vos doigts. Il y a un clou, dit-elle, un résultat d'une agression de l'environnement sur l'écorce de chêne liège. Elle continue. Prenez celui-ci, vous voyez cette tache marron, frottez-la avec vos doigts. Je frotte et une fissure cachée apparaît. Il est attaqué par un insecte xylophage. La sucure s'est accumulée, elle est restée et a caché la fissure. Dans cette zone forestière de chêne liège, 40% de production du liège peut être touchée par les insectes xylophages. Un bon bouchon fait sommeil, dit-elle, parce qu'il y a un travail en amont de qualité, parce que la matière première est de qualité. Alors, notre propos ici est d'explorer comment les transformations de la nature et concrètement des bois se révèlent et sont appréhendées dans l'activité de travail par les travailleurs, les travailleuses concernées, devenant un objet de réflexion et qui est intégré dans la perspective d'un développement sociétal durable. Pour commencer, il faut dire que les territoires de production et de transformation du liège sont géographiquement éloignés. La production s'est concentrée dans la région sud du Portugal et la transformation à la région nord du Portugal. Et aussi, sont des territoires qui sont traversés par des enjeux distants. Dans les bois de chêne liège, des préoccupations croissantes concernent surtout la qualité du liège face au changement climatique, à l'apparition de différents types de ravageurs et de champignons, au déboisement des espaces, aux tentatives de réduction du temps de la maturation de l'arbre, alors que quand un territoire ou allié à la transformation du liège, ce sont les effets d'un développement accéléré de l'automatisation, certaines activités de travail qui interpellent. Dans des analyses précédentes que nous avons déjà présentées dans les derniers congrès de la CEF, la transformation, on a vu que la transformation technologique interagit avec la dimension genre. L'activité des trieuses semble être davantage objet des projets d'automatisation que les activités en amont qui sont effectuées par des hommes. Et la question que nous nous sommes posée est si la reconnaissance de l'efficacité des actes techniques est plus aisément de l'ordre de l'évidence lorsqu'elles sont assurées par des hommes et freinant ainsi le processus d'automatisation de leur activité. Alors, pour ces mêmes activités, notre objectif est à présent d'explorer comment la transition écologique fait débat de manière différenciée dans des activités de travail distant et genrées. Concernant la production du liège, son rythme régulier est bien connu. L'arbre doit avoir 25 ans avant la première récolte et la récolte ne peut avoir lieu que tous les 9 ans. De plus, le liège de qualité n'est produit qu'après 2 récoltes. Ce n'est donc qu'au bout de 43 ans, soit à la 3e récolte et toujours entre les mois de mai et d'août chaque année, qu'un chêne liège produit le liège qui s'appelle Amadia, qui est propice à la fabrication de bouchons de bonne qualité. Cette matière première est de plus en plus précieuse et les préoccupations sont évidentes, comme exprimé la responsable d'une des entreprises. La disponibilité du liège est un problème, les bois de chêne liège s'appauvrissent. Nous ne replantons pas assez face à ceux qui vieillissent. La plupart des propriétaires d'exploitation agricole ne sont pas des industriels et leurs préoccupations sont différentes. Le propriétaire d'un bois de chêne liège veut tirer les meilleures parties de sa terre et ne peut pas le faire uniquement avec le chêne liège. Il aura des porcs, des glands et des oliviers et tout ensemble, il y a la concurrence. Par exemple, un petit chêne liège qui pousse ne peut pas être mangé par les cochons parce qu'ils vont manger les feuilles.
mais les propriétaires les ont là parce que c'est ce qui leur donne un bon revenu tout au long de l'année. Le liège ne vient que tous les 9 ans. Quand ils récoltent le liège, cela leur donne un bon revenu, mais ensuite, ils doivent vivre encore 9 ans pour récolter un nouveau. À propos de la transformation du liège, la différence qui s'est passée avec l'activité des perceurs, l'activité des trieuses a subi des transformations significatives résultant de l'introduction de machines automatisées. Alors, le tri manuel est maintenu, mais essentiellement afin de compenser les limites du tri automatique. Il est ainsi fait appel à une expérience qui mobilise entièrement et intègre l'attention, la mémoire et tout le sens du corps soi. Un exemple, regardez par exemple dans la sélection une année sèche. C'est un défaut dans le bouchon résultant d'une année très sévère de chaleur qui affecte la croissance de l'arbre et son écorce, réduisant la qualité et l'élasticité du liège et lui donnant une texture rigide, perceptible à l'œil et à toucher et qui n'est pas détectable par la machine. Outre la détection visuelle, une autre méthode de sélection récemment introduite est la sélection par l'odorat, dite sniffing, qui consiste à allumer les bouchons préalablement chauffés par la machine de sniffing afin d'identifier le TCA qui contamine le vent et lui donne une odeur de moisi. Le TCA, c'est une des grandes menaces pour la durabilité de ces sites industriels. Et ces travailleuses ont développé de nouvelles compétences dans cette sélection par l'odorat, distinguant l'odeur de la moisissure, mais encore de la résine, du pain, du caramel, de la vanille. Il s'agit bien des compétences incarnées qui révèlent de l'intégration multisensorielle et de la mémoire des sens dans ce processus de sélection. Les références au bois de chêne-liège sont évoquées différemment dans les activités analysées. Par exemple, dans l'activité des rebaniers d'orge, qui est une activité assurée par exclusivement des hommes qui découpent les plaques de liège en bande, l'attention porte sur l'orientation, compris les anneaux du tronc de l'arbre lors de sa croissance. Le découpage doit être toujours perpendiculaire à ces anneaux du tronc de l'arbre afin d'améliorer l'étanchéité des bouchons. Dans le cas des trieuses, et en plus des références aux évolutions de chêne-liège mises à partir des défauts identifiés, elle avance une analyse qui allègue de probables effets de la transition écologique. Maintenant, il n'y a plus de défauts. Lorsque j'ai appris le métier, il n'y avait pas de TCA, de bêtes, de cobrille. Et c'est ce qu'il y a le plus aujourd'hui. Le liège lui-même a perdu en qualité, il est plus faible, les planches ont plus de verdure. Il y a là ce que l'on pourrait nommer des traces sentinelles, des indices d'une transition écologique problématique que les compétences diagnostiques de ces travailleuses ont permis de mettre en évidence. La sélection des défauts de bouchons s'accompagne d'une réflexion qui intègre en même temps les questions liées à la transition écologique et à la transition technologique et qui nous fait reconnaître ces femmes comme des lanceuses d'alerte concernant la durabilité des bois de chêne-liège ainsi que celle de leur activité dans la filière liège. Le fait qu'il soit désormais plus rare de trouver des bouchons de qualité parfaite et le fait que l'on assiste à des changements climatiques qui interfèrent avec la qualité du liège transforme l'appel qui pourrait être adressé à leur expérience, c'est-à-dire diagnostiquer les évolutions des défauts ou des imperfections que les équipements automatiques ne sont pas en mesure d'identifier.
Cette activité des trieuses, plus que celle de leurs collègues masculins, permet d'identifier à notre temps le point de vue de l'intersectionnalité, des enjeux liés à la durabilité des bois de chêne-liège, à un moment où certains cherchent à réduire le temps de maturation de l'arbre, et aussi des enjeux liés à leur durabilité de leur emploi, alors que la tendance est de ne pas reconnaître leurs compétences de diagnostic. Merci. Merci Liliana. Depuis le Portugal. Est-ce que vous avez quelques questions à poser à Liliana directement? Ils doivent avoir faim. Bon, pas de questions techniques, donc je propose qu'on lance directement le débat. Ou à moins que toi, Laurent...